Je m'appelle Amber Mitchell, j'ai 29 ans et je n'aurais jamais pensé envoyer ce texte à mes propres parents. Mère célibataire d'un petit Lucas de 4 ans et infirmière à plein temps au Memorial Hospital, j'ai toujours dépendu de ma mère pour la garde de mes enfants. C'est pourquoi ces mots ont été si profonds ce jour-là. Je ne pouvais plus garder son enfant. Après avoir payé leur hypothèque et leurs factures pendant des années, j'ai finalement réalisé ce que notre relation était devenue. Le choix que j'ai fait ensuite a tout changé pour nous. Avant que je ne poursuive mon histoire, où regardez-vous à partir d'aujourd'hui? Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà eu à prendre une décision difficile avec votre famille. Croyez-moi. Vous voudrez connaître la fin de cette histoire. Je me souviens encore du jour où j'ai appris que j'étais enceinte de Lucas. Les 2 lignes roses sont apparues sur le test et mes mains n'arrêtaient pas de trembler. Brandon et moi ne sortions ensemble que depuis 6 mois, et nous avions toujours été prudents. Je l'ai appelé immédiatement, pensant que nous avions compris ensemble. Mais sa réponse m'a fait comprendre que j'étais seule. Je ne suis pas prêt à être père, a-t-il dit avant de raccrocher. 3 textos sans réponse plus tard, j'ai réalisé qu'il avait bloqué mon numéro. Alors que j'étais enceinte de 3 mois, Brandon avait déménagé dans un autre état, sans laisser d'adresse. C'est alors que mes parents, en particulier mon père Wesley, sont intervenus. Mon père a toujours été mon rock. Quand je m'égratignais le genou, enfant, il était là avec un bandage et une blague pour me faire rire malgré les larmes. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme d'infirmière, je l'ai vu dans le public. Des larmes de fierté coulant sur son visage. Nous avons toujours été proches, et cela n'a pas changé lorsque j'ai annoncé ma grossesse à mes parents. Et la réaction de ma mère Hélène a été plus mesurée. Elle n'était pas très enthousiaste à l'idée de devenir grand-mère avant l'heure, comme elle le disait, mais elle s'est rapidement faite à l'idée. La famille aide la famille, a-t-elle déclaré lors d'un dîner dominical, alors que mon baby bump commençait à se manifester. Quand le bébé arrivera, je pourrai le garder pendant que tu travailleras. Les horaires des infirmières sont dingues et les frais de garde sont ridicules de nos jours. Sa proposition m'a enlevé un poids énorme des épaules. Mon salaire de départ en tant qu'infirmière n'était pas mauvais, mais le coût de la vie dans notre ville et les frais de garde d'enfants m'auraient poussé au-delà de mes moyens. Maman, tu es sûre? Je travaillerai de longues heures, parfois toute la nuit. Les grands-mères sont là pour ça, a-t-elle répondu avec un sourire qui semblait sincère à l'époque. Ton père et moi avons beaucoup d'espace, et ce sera bien d'avoir à nouveau un petit à la maison. Lorsque Lucas est né, avec ses 2,5 kg de perfection, mes parents étaient à l'hôpital dans l'heure qui suivait. Papa avait apporté un minuscule gant de baseball, prévoyant déjà de futures parties dans le jardin. Maman a tenu Lucas avec une aisance toute pratique, lui roucoulant doucement pendant que je me remettais de l'accouchement. Pendant mon congé de maternité, j'ai remarqué que mes parents avaient des difficultés financières. Leur prêt hypothécaire avait augmenté et les heures de travail de papa à l'usine avaient été réduites. Sans réfléchir, j'ai proposé mon aide. Je leur ai proposé de prendre en charge le prêt hypothécaire jusqu'à ce que les choses s'améliorent. C'est le moins que je puisse faire puisque vous aidez Lucas. Ils ont d'abord refusé, mais après quelques mois plus serrés, ils ont accepté. Ce qui n'était au départ qu'un arrangement temporaire a rapidement pris de l'ampleur. J'ai mis en place des virements automatiques pour leurs prêts immobiliers, leurs charges et même leurs factures de téléphone portable. Et la voiture de papa ayant besoin de réparation, j'ai également pris en charge ces dernières. En peu de temps, j'ai apporté un soutien financier important à mes parents, mais cela me semblait juste, un échange équitable pour la garde d'enfants qui me permettait de travailler et de subvenir aux besoins de Lucas. Pendant les 3 premières années, tout s'est bien passé. Je déposais Lucas le matin, parfois dès 5h30 pour mon service de 7h. Maman lui donnait son petit déjeuner, l'emmenait au parc, lui faisait la lecture et faisait tout ce qu'une grand-mère aimante ferait. Papa jouait avec lui après son retour du travail. Et il m'envoyait des photos tout au long de la journée qui faisaient gonfler mon cœur de gratitude. Mais quelque chose a changé lorsque Lucas a eu 4 ans. J'ai commencé à remarquer des changements subtils dans le comportement de ma mère. Elle soupirait lourdement lorsque je déposais Lucas, en particulier pour les gardes matinales. Un autre matin, elle marmonnait sous sa respiration, mais suffisamment fort pour que je l'entende. Lorsque je venais le chercher, elle dressait immédiatement la liste de tous les moments difficiles de la journée, ses crises de colère, le désordre qu'il avait créé, le fait qu'il ne voulait pas faire la sieste. Il traverse une phase, la rassurais-je en essayant d'être compréhensive. C'est le cas de tous les enfants à cet âge.
J'ai déjà élevé mon enfant, répondait-elle avec une pointe d'amertume dans la voix. Je ne m'attendais pas à tout recommencer à la soixantaine. J'ai tout de même essayé de rester optimiste. L'arrangement était bénéfique pour nous tous, me disais-je. Mes parents bénéficiaient d'une stabilité financière, Lucas recevait les soins affectueux de ses grands-parents et je pouvais travailler les quarts de travail nécessaires à l'avancement de ma carrière d'infirmière. Les plaintes occasionnelles me semblaient être un petit prix à payer pour l'équilibre que nous avions atteint. Puis est arrivé le calendrier des vacances à l'hôpital. Étant l'une des nouvelles infirmières de mon unité, j'étais souvent affectée aux principaux jours fériés. Ce Noël ne serait pas différent. Je devais travailler à la fois la veille et le jour de Noël. Normalement, mes parents auraient adapté leur plan à mon emploi du temps. Comprenant que les hôpitaux ne ferment pas pendant les vacances et que les patients ont besoin de soins quelle que soit la date sur le calendrier. J'ai abordé la conversation avec ma gratitude habituelle, en leur apportant un panier de produits gastronomiques en guise de remerciement. J'ai reçu mon planning de vacances, ai-je dit en essayant de paraître décontractée alors que je posais le panier sur le comptoir de la cuisine. Cette année, je travaille la veille et le jour de Noël. J'ai remarqué le regard rapide que mes parents ont échangé, mais j'ai continué. Je sais que c'est beaucoup demandé, surtout à Noël, mais j'ai vraiment besoin de votre aide pour Lucas. Je me rattraperai auprès de vous deux. Je vous le promets. Peut-être que nous pourrions faire notre fête de famille le 26 à la place. J'étais loin de me douter que cette demande allait faire voler en éclats le fragile équilibre que nous maintenions depuis 4 ans et révéler la véritable nature de ce qu'était devenue notre relation. Je ne pouvais plus garder ton enfant, a dit ma mère, d'une voix plate et sans appel. J'ai assez renoncé à ma vie. Les mots sont restés suspendus dans l'air entre nous, m'assommant dans le silence. Nous étions dans sa cuisine. Le panier cadeau que j'avais apporté était toujours posé sur le comptoir, sans avoir été ouvert. Lucas était dans le salon avec mon père, le son des dessins animés fournissant une bande sonore joyeuse qui contrastait fortement avec la tension qui régnait dans la cuisine. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je réussis enfin à parler, ma voix dépassant à peine un murmure. Maman, c'est juste pour la veille et le jour de Noël. Je dois travailler à ces heures-là ? Tu sais que je n'ai pas le choix. Elle a croisé les bras, un geste que j'avais vu d'innombrables fois lorsqu'elle était décidée. Je suis désolée, Amber, mais je ne peux plus le faire. Pas à Noël, pas n'importe quel jour. Je suis fatiguée. S'occuper d'un enfant de 4 ans est épuisant à mon âge. La façon désinvolte dont elle a appelé Lucas « ton enfant », au lieu d'utiliser son nom, m'a fait l'effet d'une gifle. Mon fils n'était pas un simple fardeau. C'était son petit-fils, un enfant qu'elle avait aidé à élever depuis sa naissance. Mais maman, qu'est-ce que je suis censée faire ? Je ne peux pas ne pas me présenter au travail. Des gens dépendent de moi. Les patients ont besoin de soins, surtout pendant les vacances. Tu aurais dû y penser avant de devenir une mère célibataire, a-t-elle répondu ? Les mots tranchant profondément. Il y a des conséquences à nos choix de vie. J'ai senti mes joues rougir de douleur et de colère. Ce n'est pas juste. Tu as proposé de m'aider à garder mes enfants. Nous avons conclu cet accord ensemble, et c'est grâce à lui que je t'ai soutenu financièrement. Son expression se durcit. C'est le moins que tu puisses faire, compte tenu de tout ce que nous avons fait pour toi. As-tu la moindre idée de ce que c'est que d'élever à nouveau un enfant à notre âge ? Nous devrions profiter de notre retraite, voyager, être libre. A eu lieu de cela, nous sommes à nouveau attachés à un enfant. J'ai jeté un coup d'œil vers le salon, m'assurant que Lucas ne pouvait pas entendre cette conversation. L'idée que ma mère le considérait comme un fardeau était dévastatrice. Pendant tout ce temps, j'avais cru qu'elle aimait s'occuper de lui, que notre arrangement était mutuellement bénéfique. Papa n'a pas l'air de s'en soucier, ai-je rétorqué ? Remarquant que le rire de mon père se mêlait à celui de Lucas dans l'autre pièce. Ton père est d'accord avec tout ce qui maintient la paix, dit-elle dédaigneusement. Mais crois-moi, il est aussi fatigué que moi. J'ai pris une grande inspiration, essayant de la raisonner. Maman, je comprends que ce soit fatigant. Nous pourrions peut-être adapter l'arrangement d'une manière ou d'une autre. Je pourrais essayer de trouver de l'aide supplémentaire pour les jours les plus difficiles, mais j'ai vraiment besoin de toi pour Noël. J'ai payé l'hypothèque, les services publics, les paiements de la voiture, tout cela pour montrer ma gratitude pour ton aide. Ses yeux s'illuminent. Et maintenant, tu me jettes ça à la figure.
Cet argent est le strict minimum pour ce que nous faisons. Savez-vous ce que vous coûterait une garde d'enfants professionnelle? Bien plus que ce que vous nous donnez. La conversation devenait incontrôlable. Je n'avais pas l'intention de mentionner le soutien financier comme un moyen de pression, mais simplement comme un rappel de notre accord mutuel. Mais sa réaction suggérait qu'elle considérait toute notre relation comme une transaction dans laquelle elle obtenait la plus mauvaise part du marché. Il faut que j'en parle à papa, dis-je en me dirigeant vers le salon. Elle m'a pris le bras. Il te dira la même chose. Nous en avons déjà parlé. Quand je suis entrée dans le salon, Lucas s'est précipité vers moi avec un dessin qu'il avait fait. Maman, regarde. C'est toi à l'hôpital en train d'aider les gens. J'ai forcé un sourire et pris le gribouillis coloré qui ressemblait vaguement à une personne en blouse. C'est magnifique, mon pote. Pourquoi n'en dessinerais-tu pas un autre pendant que je parle à grand-père une minute? Mon père a levé les yeux. L'air coupable. Il savait déjà ce qui se passait. Papa, dis-je doucement en m'asseyant à côté de lui sur le canapé. Maman dit qu'elle ne peut pas garder Lucas pour Noël. C'est ce que tu ressens toi aussi? Il a évité mon regard, tripotant la télécommande. Ta mère a besoin d'une pause, Amber. Nous ne sommes plus aussi jeunes qu'avant. La réalité de ma situation était écrasante. Après avoir cru pendant des années que nous nous soutenions mutuellement en tant que famille, j'étais confrontée à la froide vérité. Aux yeux de mes parents, et surtout de ma mère, notre relation était devenue purement transactionnelle. Ils avaient décidé que la transaction ne leur profitait plus. Les jours suivants se sont écoulés dans un flou d'appels téléphoniques désespérés et d'anxiété croissante. Toutes les possibilités de garde d'enfants pour le réveillon et le jour de Noël n'aboutissaient à rien. Je suis vraiment désolée, Amber, a déclaré Tiffany. Une collègue infirmière dont les enfants ont à peu près l'âge de Lucas. Nous prenons l'avion pour Maille en Laos à Denver le 23. Sinon, je t'aiderai volontiers. Madame Patel, de l'école maternelle de Lucas, qui gardait occasionnellement les enfants le soir, s'est également excusée. Cela fait des mois que nous avons planifié notre voyage en famille pour rendre visite à ma sœur. Avez-vous essayé care.com? Parfois, les étudiants restent sur place pendant les vacances. Mais même les services de garde d'enfants en ligne n'ont rien donné. Les quelques babysitters disponibles demandaient le triple de leurs tarifs habituels pour les vacances, des sommes que je ne pouvais tout simplement pas me permettre, d'autant plus que je devais encore payer les factures de mes parents. Après avoir couché Lucas le 3e soir de ma recherche, je me suis effondrée sur mon canapé. Complètement vaincue. Mon chef d'équipe m'avait clairement fait comprendre qu'il serait impossible de trouver une couverture si près de Noël. Nous manquons déjà de personnel, Mitchell. Tous ceux qui ont de l'ancienneté ont demandé ces jours de congé il y a des mois. J'ai besoin de vous. Mon téléphone a sonné avec une notification. Une alerte Facebook. Ma mère avait tagué mon père dans un post. En temps normal, je n'y aurais pas prêté attention, mais l'aperçu a attiré mon attention. Il y était question d'un voyage en Floride. J'ai ouvert l'application, mes mains tremblant légèrement. Elle était là, une photo de ma mère brandissant 2 billets d'avion, rayonnante d'excitation. La légende disait, Noël dans l'état du soleil. Après des années d'attente, Wesley et moi partons enfin en Floride. Départ le 23 décembre. L'horodatage montrait qu'elle avait posté ce message 20 minutes seulement après que j'eus quitté leur maison avec Lucas. Et la prise de conscience m'a frappé comme un coup physique. Ma mère n'avait pas refusé de garder Lucas parce qu'elle était fatiguée ou qu'elle avait besoin d'une pause. Elle avait refusé parce qu'ils avaient prévu des vacances qu'ils n'avaient pas pris la peine de me mentionner avant que je ne pose la question de la garde de Noël. J'ai fait défiler les commentaires, me sentant mal à l'estomac. Tu le mérites. Profitez du soleil, a écrit l'une des amies de ma mère. Il était temps que vous fassiez quelque chose pour vous, a commenté une autre. Mon père avait répondu au message par un emoji cœur et se réjouissait de passer du temps à la plage avec ma belle épouse. Pendant tout ce temps, je m'inquiétais de les accabler. Je me sentais coupable de leur demander de garder leurs enfants pendant les vacances, et ils avaient planifié des vacances sans même m'en parler. Des vacances qu'ils pouvaient s'offrir parce que je payais leurs factures depuis des années. Les mains tremblantes, j'ai ouvert mes SMS et j'ai trouvé le numéro de mon père. J'ai tapé, je viens de voir le message de maman sur Facebook à propos de la Floride. Quand avais-tu prévu de me parler de ce voyage? 3 points sont apparus immédiatement, puis ont disparu,
puis sont réapparus. Enfin, sa réponse est arrivée. Nous en parlons depuis des mois. Ta mère avait besoin de se réjouir de quelque chose. Alors, c'est pour ça que tu ne peux pas regarder Lucas? Pas parce que tu es fatigué, mais parce que tu vas en Floride. Cette fois, sa réponse a été plus rapide. On a droit à des vacances, Amber. On n'en a pas eu depuis des années. Tu aurais pu me dire tes projets au lieu de me faire culpabiliser pour avoir demandé de l'aide? Lui ai-je répondu. J'aurais compris et j'aurais essayé de trouver d'autres arrangements plus tôt. Ta mère ne voulait pas te décevoir, a-t-il répondu. Un deuxième message a suivi. Nous ne pensions pas que tu comprendrais. J'en ai ri amèrement. Il ne pensait pas que je comprendrais que tu veuilles des vacances. Moi qui n'avais pas pris un seul jour de congé en dehors des jours de maladie nécessaires depuis 4 ans. Je travaillais les jours fériés et les week-ends pour subvenir aux besoins non seulement de mon fils, mais aussi de mes parents. Avant que je ne puisse répondre, il m'a envoyé un autre message. Ne fais pas en sorte que ta mère se sente mal à ce sujet. Elle mérite un peu de plaisir après tout ce qu'elle a fait. Quelque chose s'est brisé en moi. J'ai appuyé sur le bouton d'appel au lieu de répondre au texto, ayant soudain besoin d'entendre sa voix pour savoir s'il croyait vraiment ce qu'il disait. Il a répondu à la 3e sonnerie, d'une voix prudente. Amber? Ça fait des années, papa, dis-je, sans chercher à cacher la douleur dans ma voix. Pendant 4 ans, j'ai payé ton hypothèque, tes charges, tes paiements de voiture. J'ai couvert les réparations d'urgence, les factures médicales, tout en travaillant à plein temps et en élevant Lucas. Tu crois que je ne comprendrais pas que tu veuilles prendre des vacances? C'est différent, a-t-il répondu sur la défensive. Tu as proposé de nous aider financièrement. Nous ne l'avons pas demandé. Parce que tu gardais Lucas. C'était notre arrangement. Et maintenant, vous faites quoi? Tu te retires sans prévenir pour aller en Floride? Il soupira lourdement. Ta mère avait besoin de cette pause, Amber. Tu ne comprends pas à quel point c'est exigeant de s'occuper d'un enfant de notre âge. Alors tu aurais dû dire quelque chose plus tôt. Nous aurions pu trouver un autre arrangement. Au lieu de cela, tu m'as laissé sans garde d'enfant pour Noël et sans moyen d'en trouver une. Tu es une fille pleine de ressources. Tu trouveras une solution. Son ton dédaigneux m'a stupéfié. Ce n'était pas le père que je connaissais. L'homme qui m'avait toujours soutenu dans toutes les épreuves. C'était comme si le ressentiment de ma mère l'avait progressivement empoisonné contre moi. Passe-moi maman au téléphone, demandai-je. Elle est dans son bain, elle se détend. Je ne la dérange pas. Fini, tu peux lui dire quelque chose pour moi. Dis-lui que j'ai vu son message sur les nouveaux bagages qu'elle a achetés pour le voyage. L'ensemble de $300 dont elle avait absolument besoin et que j'ai probablement payé avec l'argent que je t'envoie chaque mois. Il y a eu un silence à l'autre bout de la ligne. Rien à dire, papa. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tout cela était réel? As-tu jamais voulu aider Lucas? Ou c'était juste un moyen de me soutirer de l'argent? Ce n'est pas juste. Amber. On aime Lucas. Vous l'aimez? Parce qu'en ce moment, on a l'impression que vous vous êtes servi de moi et de lui pour obtenir un soutien financier. Et maintenant que vous avez économisé assez d'argent pour vous payer des vacances de rêve, nous ne comptons plus. Tu dramatises, dit-il, la voix durcie. Ta mère est épuisée. Elle a 64 ans et cela fait 4 ans qu'elle court après un enfant en bas âge. Elle a besoin d'une pause. Je mérite la vérité. Je n'ai pas appris tes projets de vacances sur Facebook. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse répondre, mes mains tremblant de colère et de douleur. Quelques minutes plus tard, mon téléphone s'est allumé avec un message de ma mère. Ton père dit que tu es contrarié par notre voyage. Je suis désolée que tu te sentes comme ça, mais nous avons besoin de ce temps pour nous. Tu es une adulte? Amber. Débrouille-toi comme le reste d'entre nous doit le faire. Débrouille-toi comme si je ne m'étais pas débrouillée toute seule pendant des années. Comme si je n'avais pas soutenu non seulement mon fils, mais aussi mes parents. J'ai rouvert Facebook et j'ai fait défiler les dernières publications de ma mère. Il y avait une autre photo que j'avais manquée. Ma mère montrait les nouveaux bagages coûteux qu'elle avait achetés pour leur voyage. Il n'y a que ce qu'il y a de mieux pour que notre étage s'échappe. Lisez la légende. Les commentaires ont révélé qu'ils préparaient ce voyage depuis des mois, qu'ils économisaient pendant que je continuais à payer leurs factures.
Un commentaire de ma mère a particulièrement piqué. Nous faisons enfin quelque chose pour nous-mêmes après avoir passé des années à faire passer les autres en premier. Faire passer les autres en premier? Quand a-t-elle fait passer Lucas ou moi en premier? C'est moi qui travaillais 60 heures par semaine pour subvenir aux besoins de tout le monde. C'est moi qui n'avais pas pris de vacances depuis la naissance de Lucas. Et la trahison était profonde, mais quelque chose d'autre émergeait à travers la douleur. La colère. Une colère brûlante. Une colère qui clarifiait le brouillard de culpabilité et d'obligation dans lequel je vivais. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai regardé les virements programmés pour la semaine à venir. Paiement de l'hypothèque, facture des services publics, paiement de la voiture, paiement minimum de la carte de crédit. Tout cela pour les comptes de mes parents. De l'argent qui pourrait servir à trouver une solution de garde d'urgence pour Lucas ou à constituer ma propre épargne au lieu de financer les vacances de mes parents. En regardant ces virements en attente, quelque chose a bougé en moi. J'avais toléré la situation. J'avais permis leur dépendance tout en négligeant mes propres besoins et l'avenir de mon fils. Quelque chose devait changer et cela devait commencer dès maintenant. Et la lueur de l'écran de mon téléphone éclairait mon salon sombre tandis que je fixais une nouvelle notification Facebook. Ma mère avait encore posté une photo de son nouveau maillot de bain pour la Floride avec une légende. Je me fais plaisir avant nos vacances bien méritées. Hashtag pas de responsabilité, hashtag enfin la liberté. Pas de responsabilité. Enfin la liberté. Chaque mot était un poignard. Après tout ce que j'avais sacrifié, après toutes les heures supplémentaires que j'avais effectuées pendant ma grossesse, après avoir sauté des repas pour économiser de l'argent pour les réparations de leur voiture, après avoir reporté mes propres soins dentaires pour couvrir leurs impôts fonciers. C'est ainsi que ma mère voyait sa vie avec nous. Comme une prison dont elle devait se libérer. J'ai marché jusqu'à la chambre de Lucas et j'ai doucement poussé la porte. Il dormait paisiblement, serrant contre lui le dinosaure en peluche que mon père lui avait offert pour son 3e anniversaire. Ses cils noirs reposaient sur ses joues, sa respiration était douce et régulière. En le regardant, j'ai ressenti un élan d'amour protecteur si puissant qu'il m'a presque fait tomber à genoux. Ce magnifique enfant n'était pas un fardeau. Il n'était pas une responsabilité à fuir. Et elle était tout ce qu'il y avait de bon et de pur dans ma vie et quiconque ne pouvait pas le voir ne méritait pas de faire partie de notre VIE. Je suis retourné dans le salon et j'ai rouvert mon application bancaire. Les doigts tremblants, j'ai sélectionné le premier virement programmé. Le paiement de leur hypothèque. Mon doigt est resté un instant au-dessus du bouton d'annulation du paiement avant d'appuyer fermement dessus. Êtes-vous sûr de vouloir annuler ce paiement programmé? Me demande l'application. Oui, me dis-je à voix basse. Oui, je le suis. L'un après l'autre, j'ai annulé tous les paiements programmés, les services publics, le paiement de la voiture, les cartes de crédit, l'assurance, tout. À chaque annulation, j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules, une clarté émerger à travers la douleur. Ensuite, j'ai appelé le service clientèle de la banque, ouvert 24 heures sur 24, qui m'a répondu « Merci d'avoir appelé la First National Bank. » Merci d'avoir appelé la First National Bank. Que puis-je faire pour vous ce soir, m'a demandé le représentant. J'ai besoin d'annuler tous les virements récurrents de mon compte, ai-je répondu. D'une voix ferme et déterminée. Je serais heureux de vous aider. Puis-je vous demander pourquoi vous annulez ces paiements? Nous pourrions peut-être vous proposer une autre solution. Les bénéficiaires n'ont plus besoin de mon aide financière, ai-je dit simplement. Après avoir vérifié mon identité et confirmé les annulations, j'ai raccroché et pris une grande inspiration. Les liens financiers étaient coupés. Maintenant, place aux liens émotionnels. J'ai ouvert mon application de messagerie et j'ai tapé un message à mes 2 parents. Vous êtes seuls maintenant. J'ai annulé tous les paiements sur vos comptes avec effet immédiat. Profitez de la Floride. Avant d'avoir le temps de me remettre en question, j'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai bloqué leur numéro et leur compte sur les réseaux sociaux. Je savais que c'était radical. Mais j'avais besoin d'espace. Du temps pour digérer la trahison sans que leurs justifications et leurs discours culpabilisants ne viennent obscurcir mon jugement. Pendant 4 ans, je me suis épuisée à essayer d'être la fille et la mère parfaite. J'ai sauté des pauses déjeuner pour économiser de l'argent pour leurs factures. J'ai porté les 3 mêmes paires de blouses jusqu'à ce qu'elles soient usées alors que ma mère s'achetait des vêtements de marque. J'ai repoussé l'inscription au programme de certification en soins infirmiers avancés dont je rêvais parce que je n'avais pas les moyens de payer les frais de scolarité tout en subvenant aux besoins de 3 adultes et d'un enfant.
Tous ces sacrifices m'ont traversé l'esprit. Des sacrifices que mes parents avaient non seulement considérés comme allant de soi, mais qu'ils avaient fini par attendre. Comment ai-je pu ne pas m'en rendre compte plus tôt? Comment avais-je pu me laisser utiliser de la sorte? Le poids écrasant de ces prises de conscience a finalement brisé le barrage, et j'ai sangloté profondément, des sanglots qui secouent le corps et qui libèrent des années d'épuisement, de ressentiment et de douleur refoulée. J'ai pleuré pour la relation que je pensais avoir avec mes parents. J'ai pleuré pour Lucas, qui aimait ses grands-parents et ne comprenait pas leur absence soudaine. Et surtout, j'ai pleuré pour moi, pour la jeune femme qui avait tellement essayé de plaire à tout le monde qu'elle avait oublié de se protéger. Lorsque les larmes se sont enfin calmées, je me suis sentie différente, plus légère, plus claire et plus résolue. Et la douleur était toujours là, mais elle était accompagnée d'une autre chose, la détermination. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai recommencé à chercher des solutions de garde d'enfants en cas d'urgence. Les tarifs étaient exorbitants, près du double de ma contribution quotidienne aux dépenses de mes parents. Mais maintenant que j'avais récupéré cet argent, je pouvais me le permettre, au moins temporairement. Un courriel s'est affiché sur mon écran, une réponse d'une voisine âgée, Sophia, qui vivait 2 étages plus bas dans notre immeuble. J'avais contacté toutes les personnes auxquelles je pouvais penser, y compris en laissant des notes dans les boîtes aux lettres des voisins. Cher Amber, dit son courriel, je serais ravie de garder votre petit garçon pour Noël. Mes propres petits-enfants vivent à l'autre bout du pays et ne viendront pas avant le nouvel an. Ce serait bien d'avoir de la compagnie le jour de Noël. Nous pourrions préparer des biscuits et regarder des films de vacances. Mon tarif est de $20 de l'heure, mais nous pouvons en discuter si cela pose problème. Chaleureusement, Sophia Jenkins. $20 de l'heure, c'est beaucoup. Cela reviendrait à plus de $300 pour mes gardes de Noël, mais c'était la seule option que j'avais. J'ai répondu rapidement, acceptant son offre et suggérant que nous nous rencontrions le lendemain pour que Lucas se sente à l'aise avec elle avant les journées de garde proprement dites. Ce problème immédiat résolu, je me suis laissé aller à ressentir tout l'impact de ce que je venais de faire. J'avais coupé les ponts avec mes parents, financièrement et émotionnellement. C'était la bonne décision. Je le savais au plus profond de moi, mais c'était aussi terrifiant. Ils avaient été mon filet de sécurité, mon plan de secours, ma famille. Maintenant, il n'y avait plus que Lucas et moi contre le monde. Mais peut-être que c'était suffisant. Peut-être que nous nous suffisons l'un à l'autre. J'ai fait le tour de notre petit appartement, le voyant d'un œil nouveau. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était le nôtre. Les murs étaient couverts des œuvres d'art de Lucas, des photos de nos sorties au parc, du petit sapin de Noël que nous avions décoré ensemble. C'était notre maison. Notre vie. Et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'en avoir le contrôle. Tout va bien se passer. J'ai chuchoté dans la pièce silencieuse. Nous allons être mieux que bien. Mon téléphone s'est illuminé de notifications, probablement mes parents qui essayaient de me joindre par d'autres moyens maintenant qu'ils avaient découvert qu'ils étaient bloqués. Je les ai ignorés, éteignant complètement l'appareil. Demain apporterait ses propres défis, mais ce soir, j'avais besoin de paix. Alors que je me glissais dans mon lit, épuisée mais d'une certaine manière plus légère, je fis une promesse à moi-même et à Lucas. Désormais, nous ne laisserions entrer dans nos vies que des gens qui nous apprécient vraiment, qui donnent autant qu'ils prennent, qui nous considèrent comme des bénédictions plutôt que comme des fardeaux. Et si cela signifiait que nous devions rester seuls tous les deux pendant un certain temps? Alors qu'il en soit ainsi. Pour la première fois depuis des années, je me suis endormie sans me soucier des besoins de quelqu'un d'autre que les nôtres. Le lendemain matin, dès que je l'ai rallumé, mon téléphone n'a cessé de bourdonner. 17 appels manqués de la ligne fixe de mes parents. 23 SMS provenant de numéros inconnus, mes parents ayant probablement utilisé les téléphones de leurs amis pour contourner mes blocages. 5 messages vocaux. J'ai supprimé les textos sans les lire et j'ai hésité sur les messages vocaux. Après un moment de réflexion, j'ai décidé d'écouter, car j'avais besoin de savoir à quoi j'avais affaire. Le premier message était celui de ma mère, dont la voix était chargée d'indignation. Amberlyn Mitchell, qu'est-ce que tu crois faire? Nous venons de recevoir un avis de rejet de notre paiement hypothécaire. Rappelle-moi immédiatement. Le deuxième message est également de sa main. C'est un comportement tout à fait inacceptable. Après tout ce que nous avons fait pour vous et cet enfant, c'est ainsi que vous nous remerciez? En essayant de nous mettre à la rue. Le troisième était de mon père, son ton était plus mesuré mais toujours aussi sévère. Amber, quel que soit le point de vue que tu essaies de faire valoir, ce n'est pas une façon de le faire.
Ta mère est très contrariée. Rappelle-nous pour que nous puissions en discuter entre adultes. La 4e, toujours de ma mère, en larmes. Nous ne pouvons pas payer ces factures seuls. La pension de ton père ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Le dernier message vocal, laissé à 3h17 du matin, était celui de mon père, seul. Amber. Je comprends que tu sois blessé. Mais nous couper les vivres sans préavis n'est pas juste. Ta mère ne voulait pas te faire de peine. Elle est juste stressée ces derniers temps. S'il te plaît, appelle-moi. Je m'inquiète pour toi. Inquiète pour moi? Ou inquiet pour le remboursement de leur prêt hypothécaire? J'ai effacé tous les messages vocaux et bloqué les nouveaux numéros qu'ils avaient utilisés pour m'envoyer des SMS. Maman, c'était qui au téléphone? Demande Lucas, qui entre dans la cuisine en pyjama dinosaure, les cheveux ébouriffés par le sommeil. J'ai forcé un sourire. C'est juste une histoire de travail, mon pote. Que dirais-tu de crêpes pour le petit déjeuner? Pendant que Lucas mangeait, j'ai consulté mon courrier électronique et j'y ai trouvé des messages de parents à qui je parlais rarement. Ma mère avait manifestement été occupée à recruter des membres de la famille pour faire pression sur moi afin que je rétablisse le soutien financier. Amber, ta mère a appelé? Très énervée, m'a écrit ma tante Suzanne. Elle dit que tu leur as coupé les vivres sans prévenir. Je suis sûre qu'il y a eu un malentendu. Ils t'aiment tellement, toi et Lucas. J'ai fermé mon ordinateur portable, ne voulant pas m'occuper du drame familial. Il n'entendait que la version des faits de ma mère, une version qui la plaçait indubitablement dans le rôle de la victime. À 10h, on a sonné à la porte. J'ai jeté un coup d'œil par le Judas et j'ai vu Sophia Jenkins, ma voisine âgée, debout dans le couloir. J'avais presque oublié notre rendez-vous. Bonjour, Amber, dit-elle lorsque j'ouvre la porte. À 72 ans, Sophia était vive et avait l'œil vif, ses cheveux argentés étant tirés en arrière en un chignon soigné. J'espère que je ne suis pas trop en avance. Pas du tout. Entrez, s'il vous plaît, ai-je dit en lui faisant signe d'entrer. Lucas, je te présente mademoiselle Sophia. Elle va te garder pendant que je travaille sur Noël. Lucas s'est approché timidement, se cachant à moitié derrière mes jambes. Tu aimes les dinosaures? Demanda-t-il timidement. Le visage de Sophia s'illumine. Oh, oui. J'emmenais tout le temps mon petit-fils au musée d'histoire naturelle. Le Tyrannosaurus Rex était son préféré. Lequel préfères-tu? Triceratops, s'exclame Lucas, sa timidité s'évanouissant. J'ai des jouets. Tu veux voir? Alors que Lucas conduisait Sophia vers sa boîte à jouets, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de tristesse. Elle se montrait gentille et engageante avec lui, exactement ce dont il avait besoin. Mais en les regardant ensemble, j'ai pensé à tous les moments que mes parents allaient manquer dans la vie de Lucas. Malgré tout, cette pensée me faisait encore mal. Après le départ de Sophia, qui avait promis de revenir le matin de la veille de Noël, j'ai essayé d'expliquer la situation à Lucas dans des termes qu'il pouvait comprendre. Buddy, il y a quelque chose que je dois te dire, commençai-je en l'asseyant sur mes genoux. Grand-mère et grand-père ne te garderont pas pendant un certain temps. Ses sourcils se froncent. Parce qu'ils sont fâchés contre moi? Non, mon chéri. Absolument pas, dis-je fermement en le serrant dans mes bras. Ils ne sont pas fâchés contre toi. Grand-mère et grand-père partent en voyage. Et puis, nous allons passer un peu de temps entre nous. Mais qu'en est-il de Noël? Grand-père a dit que nous construirions le grand jeu de Lego ensemble à Noël. Je déglutis difficilement. Mademoiselle Sophia va rester avec vous à Noël pendant que je travaillerai. Vous pourrez faire quelque chose de spécial ensemble. Sa lèvre inférieure a tremblé. Mais je veux grand-père. Rien ne m'avait préparé à ce que ces simples mots me transpercent. Malgré toutes les plaintes de ma mère. Malgré la passivité de mon père. Lucas les aimait. Il ne comprenait pas les conflits d'adultes ou les arrangements financiers. Il savait seulement que ses grands-parents étaient soudainement absents de sa vie. Je sais, mon pote, ai-je chuchoté, luttant contre les larmes. Je suis désolé. Les jours qui ont précédé Noël ont été une succession de quarts de travail, de tentatives de contact avec mes parents et d'efforts pour maintenir un semblant de normalité pour Lucas. Et la contrainte financière de payer Sophia, aussi nécessaire soit-elle, ajoutait une couche de stress supplémentaire.
Son tarif allait absorber une part importante de l'argent que j'avais récupéré en annulant les paiements de mes parents. Le matin de la veille de Noël, je suis arrivée à l'hôpital pour mon service de 7 h à 19 h en me sentant émotionnellement et physiquement épuisée. Sophia était arrivée à 6 h, joyeuse malgré l'heure matinale, avec un sac rempli de bricolage de Noël et de films pour Lucas. Nous allons passer une merveilleuse journée, m'a-t-elle assuré. Ne vous inquiétez de rien. Le service de pédiatrie était décoré de lumières scintillantes et de flocons de neige en papier. Normalement, l'atmosphère festive m'aurait remonté le moral, mais aujourd'hui, elle ne faisait qu'accentuer tout ce qui avait mal tourné. Rachel, une collègue infirmière, m'a dit « Vous avez l'air d'en avoir besoin », en me tendant une tasse de café pendant notre brève pause matinale. J'ai répondu. Nuit difficile. Je travaillais avec Rachel depuis des années, mais j'avais toujours gardé mes problèmes personnels pour moi. Aujourd'hui, cependant, l'attente était trop lourde pour être supportée seule. Mes parents ont renoncé à garder Lucas pour Noël afin de pouvoir aller en Floride, me suis-je surprise à dire, après 4 années pendant lesquelles j'ai payé leurs factures en échange de la garde de l'enfant. Les sourcils de Rachel se sont levés. Attends, tu as payé leurs factures ? Pendant tout ce temps ? J'ai acquiescé, la réalité paraissant encore plus ridicule lorsqu'elle est dite à haute voix. L'hypothèque, les charges, les paiements de la voiture, tout. Et puis ils ont décidé que c'était fini. Pas de préavis, rien. C'est n'importe quoi, Amber. Je ne savais pas que tu portais tout ça. J'ai engagé une voisine pour garder Lucas. Mais elle demande 20 $ de l'heure. C'est plus que ce que je gagne après impôt. Rachel pose une main sur mon épaule. Pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt ? Nous aurions pu t'aider. On aurait pu ajuster les horaires. J'ai l'habitude de me débrouiller seule, ai-je admis. C'est le problème, dit-elle doucement. Vous ne devriez pas avoir à le faire. À la fin de notre pause, je suis retournée auprès de mes patients, les mots de Rachel résonnant dans mon esprit. Avais-je été si déterminée à prouver mon indépendance, à montrer que je pouvais assumer le rôle de mère célibataire, que je m'étais isolée des systèmes de soutien potentiels, avais-je mis tant d'énergie à maintenir ma relation avec mes parents que j'avais négligé de créer d'autres liens? Pendant ma pause déjeuner, je me suis retirée dans la salle du personnel et j'ai fini par craquer. Assise seule à la petite table, j'ai laissé venir les larmes pour la confusion de Lucas, pour ma relation brisée avec mes parents. Pour les années que j'avais passées à essayer de gagner l'amour qui aurait dû être donné gratuitement. Et la porte s'est ouverte et j'ai rapidement essuyé mes yeux, ne voulant pas être vue en train de pleurer au travail. C'était encore Rachel, accompagnée de 2 autres infirmières de notre unité. Nous avons pensé que vous auriez besoin de compagnie, dit Rachel en s'asseyant à côté de moi. Et peut-être d'une oreille attentive. Pour la première fois, je me suis ouverte complètement, je leur ai tout dit. L'abandon de Brandon, le soutien initial de mes parents qui s'est progressivement transformé en ressentiment, l'arrangement financier qui avait épuisé mes économies, enfin, la découverte dévastatrice de leur projet de vacances. Je me sens tellement stupide, ai-je conclu. J'aurais dû le voir venir. Ne vous infligez pas cela, m'a dit Megan, une autre infirmière. Vous avez essayé de faire en sorte que tout se passe bien pour tout le monde ? En particulier pour votre fils. Il n'y a rien de stupide là-dedans. Que allez-vous faire maintenant ? Demande Rachel. Je ne sais pas, ai-je admis. Trouver une solution de garde d'enfants plus permanente, je suppose. Essayer de reconstruire nos vies sans la minute. Tu sais, dit Megan d'un ton pensif, ma sœur dirige une garderie qui propose des horaires étendus pour les travailleurs de la santé. Ce n'est pas donné, mais c'est moins de 20 $ de l'heure. Je pourrais en parler si cela vous intéresse. Et mes enfants aimeraient beaucoup jouer avec Lucas, ajoute Rachel. Mon mari travaille à la maison 3 jours par semaine et ne serait pas contre la présence d'un enfant supplémentaire. Leurs offres d'aide, si librement consenties sans attente de remboursement, m'ont fait monter les larmes aux yeux. Pendant tout ce temps. J'avais tellement cherché à maintenir le système de soutien dysfonctionnel dont je disposais que je n'avais pas cherché d'alternative plus saine. Alors que ma garde se poursuivait, je me suis mise à penser à Lucas et au genre de Noël qu'il passait avec Sophia. Se sentirait-il abandonné en ce jour qui devrait être magique ? Comprendrait-il pourquoi ses grands-parents n'étaient pas là pour le fêter avec lui ? Lorsque j'ai pointé à 19 h 15, l'épuisement s'était installé au plus profond de mes os.
J'avais encore une garde de 12 heures le lendemain, jour de Noël, mais au moins j'aurais la matinée avec Lucas pour échanger des cadeaux avant l'arrivée de Sophia. En rentrant chez moi par des rues décorées de lumière de Noël, je me suis laissé aller à imaginer un avenir différent. Un avenir où Lucas et moi serions entourés d'un soutien authentique plutôt que d'une aide conditionnelle. Où nous construirions nos propres traditions au lieu d'essayer de répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. Ce ne serait pas facile, mais ce serait peut-être plus sain pour nous deux. Lorsque je suis arrivée à la maison, j'ai trouvé Lucas et Sophia en train de fabriquer des flocons de neige en papier sur la table de la cuisine. Le visage de mon fils s'est illuminé lorsqu'il m'a vu. « Maman, regarde ce qu'on a fait. Mademoiselle Sophia dit qu'on peut les accrocher au sapin. Ils sont magnifiques, mon pote, ai-je dit, souriant sincèrement pour la première fois de la journée. Tu t'es bien amusé? Oh! On a aussi fait des biscuits. Des sapins de Noël avec du glaçage vert. Sophia rassembla ses affaires, m'assurant que Lucas avait été un régal. Nous avons passé une merveilleuse journée. Je reviendrai demain à midi pour ta prochaine garde. Après son départ, Lucas et moi avons accroché les flocons de neige en papier à notre petit arbre. On peut ouvrir un cadeau ce soir? Demanda-t-il avec espoir. Grand-mère me laissait toujours en ouvrir un la veille de Noël. L'évocation de ma mère me fit mal au cœur. Oui, tu peux choisir un petit cadeau à ouvrir ce soir. Tandis que Lucas examinait attentivement les paquets sous le sapin, je vérifiais mon téléphone. 3 autres appels manqués de numéros inconnus et un texto de ma tante. Tes parents sont dévastés, Amber. Ta mère a pleuré toute la journée. Tendez-leur la main, s'il vous plaît. J'ai rangé le téléphone, refusant de laisser la culpabilité éclipser ce moment avec mon fils. Demain, ce serait notre premier Noël sans mes parents, et d'une manière ou d'une autre, nous ferions en sorte qu'il soit spécial. Le matin de Noël s'est levé, clair et froid, avec la lumière du soleil traversant les fenêtres givrées de notre appartement. Je me suis levée tôt. Déterminée à rendre ce jour spécial pour Lucas malgré tout. J'ai tranquillement disposé les roulés à la cannelle que j'avais préparés la veille et j'ai fait chauffer le café avant de me rendre dans le salon sur la pointe des pieds pour ranger ces cadeaux. Mon budget avait été serré cette année, même avant la crise de la garde d'enfants, mais j'avais réussi à offrir à Lucas le jeu de dinosaures qu'il réclamait, ainsi que de nouveaux vêtements d'hiver, des livres et quelques petits jouets. Ce n'était pas extravagant, mais j'espérais que cela suffirait à rendre cette journée magique pour lui. À 7h30, j'ai entendu le claquement de petits pieds, suivi d'un souffle excité lorsque Lucas a découvert le salon. « Maman! Le Père Noël est venu !» s'exclame-t-il en se précipitant à mes côtés. « Je peux les ouvrir? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît !» je ris, mon cœur s'illuminant devant son enthousiasme. Le petit déjeuner d'abord, les cadeaux ensuite. C'est la règle, tu te souviens? Nous avons mangé des roulés à la cannelle et j'ai siroté mon café pendant que Lucas discutait avec enthousiasme de ce que pouvait contenir chaque paquet emballé. Ce moment simple, juste nous deux en pyjama le matin de Noël, m'a semblé étonnamment paisible. Pas de tension, pas de marche sur des œufs face aux humeurs de ma mère, pas de remarques subtiles sur ma façon d'élever les enfants ou sur le comportement de Lucas. Juste nous, ensemble. Après le petit déjeuner, Lucas a dévoré ses cadeaux avec une joie débridée. Chaque révélation était accueillie par des cris de joie. Le monde des méga-dinos. Tu l'as trouvé. Tu l'as eu, s'est-il écrié, sautant de haut en bas lorsqu'il a déballé le cadeau principal. Le Père Noël l'a eu, ai-je corrigé avec un clin d'œil. Le Père Noël savait exactement ce que je voulais, a-t-il répondu, avant de relever la tête avec une inquiétude soudaine. Mais qui a aidé le Père Noël? Grand-père a toujours dit qu'il aidait le Père Noël pour les gros cadeaux. Cette question innocente m'a pris au dépourvu. Eh bien, cette année, j'ai aidé le Père Noël, ai-je dit, en essayant de garder une voix légère. Et tu sais quoi? Le Père Noël m'a dit que tu avais été un si bon garçon qu'il voulait que tu aies quelque chose de spécial. Lucas a semblé satisfait de cette explication et s'est remis à examiner ses nouveaux dinosaures. J'étais en train de l'aider à ouvrir l'emballage lorsqu'on frappa à la porte, ce qui me fit sursauter. Elle était 9h45, trop tôt pour Sophia, qui ne devait arriver qu'à midi. Je n'attendais personne d'autre.
Prudemment, je me suis approché de la porte et j'ai regardé par le Judas. Mon père se tenait dans le couloir, seul, se déplaçant nerveusement d'un pied sur l'autre. Il était vêtu de son pull de Noël, celui avec le nez de Rudolph illuminé que Lucas trouvait toujours hilarant. Et tenait un gros sac de cadeaux. Mon premier réflexe a été d'ignorer le coup et de faire comme si nous n'étions pas à la maison. Mais Lucas avait déjà entendu. Qui est-ce, maman? C'est Madame Sophia? Non, mon pote, c'est. J'ai hésité, puis j'ai soupiré. C'est grand-père. Le visage de Lucas s'est illuminé. Grand-père, laisse-le entrer. Je veux lui montrer mes dinosaures. Je suis resté figé, déchiré entre l'idée de me protéger d'une blessure supplémentaire et celle de laisser à Lucas la joie de voir son grand-père à Noël. C'est cette dernière solution qui l'a emporté. Je ne pouvais pas punir mon fils pour les échecs des adultes de sa vie. Après avoir pris une grande inspiration, j'ai ouvert la porte. Joyeux Noël, dit mon père à voix basse, ses yeux rencontrant les miens avec incertitude. Avant que je puisse répondre, Lucas est passé devant moi. Grand-père, le Père Noël m'a apporté le Mega Dino World. Celui que tu m'as montré au magasin. Le visage de mon père s'est adouci lorsqu'il a regardé Lucas. C'est vrai? C'est merveilleux, mon pote. Le Père Noël doit savoir à quel point tu es un garçon spécial. J'ai fait un pas en arrière, le laissant entrer tout en gardant une distance émotionnelle. Je pensais que tu serais en Floride à l'heure qu'il est, dis-je, d'une voix soigneusement neutre. Je n'y suis pas allé, a-t-il répondu en posant le sac de cadeaux. Ta mère est partie sans moi. Cette révélation me surprend. Mes parents faisaient rarement quelque chose séparément, surtout pas des vacances. Pourquoi? Il fait un geste vers le canapé. On peut parler? S'il te plaît. Lucas était déjà retourné à ses nouveaux jouets, faisant des bruits de dinosaures en les disposant sur la table basse. J'ai acquiescé à contre-cœur et nous nous sommes assis à la table de la cuisine, suffisamment loin de Lucas pour qu'il n'entende pas notre conversation, mais suffisamment près pour que je puisse garder un œil sur lui. Je n'ai pas pu aller jusqu'au bout, a commencé mon père, la voix basse. Après que vous ayez bloqué nos numéros et annulé les paiements, votre mère et moi nous sommes disputés. Elle voulait utiliser la carte de crédit d'urgence pour aller en Floride. Quoi qu'il en soit, je lui ai dit que je pensais que ce que nous t'avions fait était mal. Je suis resté silencieux, ne voulant pas lui faciliter la tâche. Elle est partie seule, a-t-il poursuivi. Elle a dit qu'elle méritait des vacances après tout. Mais je ne pouvais pas m'amuser en sachant ce qu'on vous avait fait à toi et à Lucas. Et qu'est-ce que tu nous as fait exactement, papa? J'ai demandé, j'avais besoin de l'entendre le reconnaître. Il a baissé les yeux sur ses mains, usées et calleuses par des années de travail. Nous nous sommes servis de toi, Amber. Nous avons profité de ta générosité et de ton amour pour nous. Nous avons accepté votre soutien financier tout en refusant la chose même qui l'a motivé, s'occuper de Lucas. L'aveu est resté en suspens entre nous. Au début, ce n'était pas comme ça, poursuit-il. Au début, nous voulions sincèrement aider. Ta mère aimait s'occuper de Lucas quand il était bébé. Mais au fur et à mesure qu'il grandissait, qu'il devenait plus actif, plus difficile, elle a commencé à voir cela comme un fardeau plutôt que comme une joie. Et fit-il en s'interrompant, visiblement en difficulté. J'ai failli à mes devoirs envers vous deux en ne parlant pas quand j'ai vu ce qui se passait. J'ai laissé son ressentiment grandir sans y remédier. Et je l'ai laissé profiter de votre soutien financier. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé? J'ai demandé, la blessure étant encore vive. Nous aurions pu trouver une solution. Au lieu de cela, tu m'as laissé découvrir tes projets de vacances sur Facebook après m'avoir fait culpabiliser pour avoir demandé la garde des enfants à Noël. Je n'ai pas d'excuses, a-t-il dit simplement. J'ai été lâche. Je ne voulais pas contrarier ta mère, et je ne voulais pas admettre ce que notre relation était devenue. C'était plus facile de la suivre que d'affronter la vérité. J'étudiais le visage de mon père, notant les cernes sous ses yeux et l'affaissement de ses épaules. Il avait l'air plus vieux qu'il y a une semaine, usé par le poids de ses choix. Je ne suis pas ici pour vous demander de rétablir le soutien financier, dit-il fermement. Ce n'est pas pour cela que je suis venu. J'y suis venu parce que j'avais tort et que j'avais besoin de vous le dire en face. Et parce que je ne pouvais pas supporter l'idée que Lucas n'ait personne pour le garder à Noël pendant que tu travailles. J'ai haussé un sourcil. Tu savais que je travaillais aujourd'hui? Il acquiesce.
J'ai appelé l'hôpital hier, en prétendant que j'avais besoin de te joindre pour une urgence familiale. Ils m'ont dit que tu étais programmé pour le réveillon et le jour de Noël. J'ai trouvé quelqu'un pour le garder, ai-je dit. Une voisine âgée. Elle vient à midi. Appelez-la. Dites-lui qu'on n'a pas besoin d'elle aujourd'hui. Laisse-moi garder Lucas pendant que tu travailles. Ce n'est pas une solution permanente, mais juste pour aujourd'hui. Laisse-moi commencer à arranger les choses. J'ai hésité, en proie à un conflit. Pouvais-je lui faire confiance après tout ce qui s'était passé? Lucas serait-il encore plus perturbé par le retour de son grand-père? Pour ensuite le perdre à nouveau? Que se passera-t-il après aujourd'hui? Demandai-je. Quel est ton plan, papa? Parce que je ne peux pas continuer à faire ces allers-retours. Ce n'est pas juste pour Lucas. J'ai regardé des appartements, a-t-il dit. Me surprenant à nouveau. Rien d'extraordinaire. Juste un petit studio près d'ici. Ta mère et moi. Je ne sais pas ce qui se passera quand elle reviendra de Floride. Mais quoi qu'il en soit, je veux faire partie de la vie de Lucas, selon tes conditions, avec des limites claires. Et le soutien financier? J'ai insisté. C'est terminé, dit-il fermement. J'ai déjà demandé un emploi à temps partiel à la quincaillerie pour compléter ma pension. J'aurais dû le faire il y a des années au lieu de devenir dépendant de toi. Je jetai un coup d'œil à Lucas, qui alignait ses dinosaures dans ce qui semblait être une parade, complètement absorbé par son jeu. Il aimait son grand-père, malgré tout, je savais que mon père l'aimait aussi. D'accord, dis-je enfin. Vous pouvez le surveiller aujourd'hui. Mais cela ne règle pas tout. Papa. Nous avons encore beaucoup de choses à nous dire. Le soulagement s'est emparé de son visage. Je sais que ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. J'ai appelé Sophia et lui ai expliqué la situation, lui proposant de payer des frais d'annulation, ce qu'elle a gracieusement refusé. Puis je suis allé me préparer pour mon service, laissant Lucas et mon père dans le salon, déjà en pleine conversation sur la classification des dinosaures. Avant de partir, j'ai pris mon père à part. Je pensais ce que je disais. C'est un premier pas, pas une solution. Nous devons établir des limites claires pour l'avenir. Il a hoché la tête solennellement. Il a hoché la tête solennellement. Et Amber, merci de me donner cette chance. Je ne la mérite pas, mais je promets de ne pas la gâcher. Alors que je me rendais à l'hôpital, j'ai senti un optimisme prudent s'installer à côté de la douleur et de la déception. Les excuses de mon père n'avaient pas effacé la douleur du rejet de ma mère ni les années de déséquilibre dans notre relation, mais c'était un début, une reconnaissance du problème et une volonté de changer. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression que nous pouvions nous diriger vers une relation basée sur le respect mutuel plutôt que sur la dépendance financière et l'obligation. Ce ne serait pas facile, et le chemin à parcourir était incertain, surtout avec ma mère qui s'accrochait encore à son ressentiment. Mais pour le bien de Lucas et pour le mien, j'étais prête à essayer, avec des yeux clairs, des limites fermes et la sagesse que l'on acquiert en reconnaissant enfin sa propre valeur. 3 mois s'étaient écoulés depuis ce jour charnière de Noël, et le printemps commençait à émerger sous la forme de bourgeons timides et de brises plus chaudes. Assis sur un banc du parc, je regardais Lucas chasser les bulles avec mon père dans la cour de récréation, leur rire emportant le vent. Ici, grand-père, souffle plus haut, criait Lucas, sautant pour attraper une bulle qui flottait juste hors de sa portée. Mon père s'exécuta, son visage s'illuminant d'une joie sincère en regardant les pitreries de son petit-fils. À 65 ans, il semblait plus jeune qu'il ne l'avait été depuis des années, plus énergique, plus présent, plus authentique dans ses interactions avec nous. Fidèle à sa parole, il avait loué un petit appartement d'une chambre à coucher à 10 minutes de chez nous. La quincaillerie l'avait embauché pour 20 heures par semaine, ce qui, combiné à sa pension, lui permettait de subvenir modestement mais confortablement à ses besoins. Plus important encore, il était devenu une présence constante et positive dans la vie de Lucas. Il allait le chercher à sa nouvelle garderie 2 après-midi par semaine, l'emmenait au parc le week-end et était le grand-père qu'il avait toujours eu le potentiel d'être. Ma mère était revenue de Floride 3 jours après Noël, brûlée par le soleil et indignée d'apprendre que son mari avait déménagé la plupart de ses affaires dans une location meublée. Leur confrontation avait été explosive, comme on pouvait s'y attendre, ma mère étant furieuse de sa trahison et de l'arrêt de mon soutien financier. Pendant des semaines, elle a refusé tout contact avec l'un ou l'autre d'entre nous,
affirmant qu'elle était la partie lésée dans cette situation. Même aujourd'hui, 3 mois plus tard, ses interactions avec Lucas étaient tendues et peu fréquentes, ce qui contrastait fortement avec l'implication dévouée de mon père. Maman, regarde. J'en ai attrapé un. Lucas m'appela en courant vers moi, ses mains entourant soigneusement une bulle capturée qui éclaterait inévitablement avant qu'il ne m'atteigne. Je n'en reviens pas. C'est incroyable. Mon pote. Je l'encourageais quand même, sachant que ce qui comptait pour lui, c'était la tentative. Mon père suivit à un rythme plus tranquille, s'installant à côté de moi sur le banc tandis que Lucas courait vers la baguette à bulles que j'avais apportée. Elle grandit si vite, remarqua mon père. Il me semble que c'était hier qu'il apprenait à marcher. Le temps passe vite. J'ai acquiescé, puis j'ai ajouté, avec une pointe d'humour, que c'est surtout quand on fait attention. Mon père a reconnu la légèreté de la remarque en souriant d'un air contrit. Je le mérite. Mais je suis attentif maintenant, et je n'ai pas l'intention de rater plus de son enfance que je ne l'ai déjà fait. Au cours des 3 derniers mois, mon père et moi avons eu plus de conversations honnêtes que nous n'en avions eu depuis des années. Grâce à ces discussions, souvent difficiles et inconfortables. Nous avons commencé à reconstruire notre relation sur la base de la vérité plutôt que sur celle de la commodité ou de l'obligation. As-tu eu des nouvelles de maman aujourd'hui? Demandai-je, tout en connaissant déjà la réponse. Elle a secoué la tête. Pas depuis jeudi, quand elle a appelé pour se plaindre de la facture de l'impôt foncier. L'adaptation de ma mère à la nouvelle réalité financière avait été pour le moins difficile. Elle avait été contrainte d'accepter un emploi à temps partiel comme réceptionniste dans un bureau d'assurance locale, son premier emploi depuis plus de 10 ans, et elle n'appréciait pas chaque minute de cette situation. Dans son esprit, je l'avais trahi en lui retirant mon soutien, et mon père avait aggravé cette trahison en se rangeant de mon côté. Le thérapeute familial pense qu'elle en est encore au stade de la colère. Ai-je dit en faisant référence aux séances de conseil que nous avons commencé à suivre ensemble il y a 6 semaines. Elle n'est pas encore parvenue à l'acceptation. La décision d'essayer une thérapie familiale avait été prise après une rencontre particulièrement tendue chez mes parents, au cours de laquelle ma mère avait fait plusieurs commentaires passifs-agressifs sur les enfants ingrats que Lucas pouvait entendre. Mon père avait suggéré que la thérapie soit un espace neutre pour régler nos problèmes. Étonnamment, ma mère avait accepté, même si, jusqu'à présent, sa participation avait davantage consisté à exprimer ses griefs qu'à chercher une solution. Elle y arrivera, a dit mon père, même si son ton manquait de conviction. C'est un grand changement pour elle. Pour nous tous, ai-je corrigé. Mais au moins certains d'entre nous essaient d'en faire un changement positif. Ce changement a été positif? Surtout pour MOI. Et la promotion que j'espérais m'avait été accordée le mois dernier, celle d'infirmière gestionnaire adjointe dans le service de pédiatrie, avec une augmentation de salaire substantielle et des horaires plus réguliers. Sans avoir à soutenir financièrement mes parents, j'ai pu inscrire Lucas dans une crèche de qualité spécialisée dans l'éducation de la petite enfance, avec un service de garde après les heures de travail pour les professionnels de la santé. Plus important encore, j'avais trouvé ma voie. Alors qu'auparavant j'aurais ravalé mes sentiments pour maintenir la paix, je m'exprimais maintenant lorsque les limites étaient franchies. Lorsque ma mère avait essayé de me culpabiliser de ne pas amener Lucas chez elle, j'avais calmement expliqué que son attitude envers lui déterminerait le temps qu'ils passeraient ensemble. Lorsque mon père s'est présenté à l'improviste un soir, je lui ai fermement rappelé notre accord sur les visites programmées. De petits pas, mais des pas importants dans la reconquête de mon autonomie. Mon père m'a demandé si j'avais encore réfléchi au programme de certification avancée, en faisant référence à la spécialité d'infirmière que je voulais suivre depuis longtemps. Je commence cet automne, ai-je répondu, incapable d'empêcher la fierté de s'emparer de ma voix. Un cours du soir par semaine et des modules en ligne que je peux suivre sur mon temps libre. L'hôpital prend en charge une partie des frais de scolarité. C'est merveilleux, Amber. J'ai toujours su que tu avais ça en toi. Il a marqué une pause, puis a ajouté doucement, je suis désolé que nous t'ayons retenu si longtemps. Ces moments de reconnaissance de sa part me prennent toujours au dépourvu. Il reconnaissait que leur dépendance avait limité ma croissance et mes possibilités. Chacun d'entre eux a aidé à guérir un petit morceau d'une blessure que j'avais portée. Lucas, pas si loin. J'ai appelé mon fils qui s'aventurait vers le bord de la cour de récréation. Il m'a fait un signe de reconnaissance et s'est retourné vers les balançoires. Il est tellement sûr de lui, observe mon père. Il ressemble tellement à ce que tu étais à cet âge-là. Il s'est interrompu, mais je savais ce qu'il voulait dire.
avant que la nature critique de ma mère n'érode mon assurance. Avant que je n'apprenne à faire passer les besoins des autres avant les miens pour obtenir l'approbation. C'est pour cela que je fais tout cela, ai-je dit. Rompre le cycle. Je ne veux pas qu'il grandisse en pensant que l'amour est conditionnel. Ou que sa valeur dépend de ce qu'il peut faire pour les autres. Mon père a hoché la tête, les yeux rivés sur Lucas. Tu es une bonne mère? Amber. Mieux que ce que nous méritions. Les séances de thérapie avaient été révélatrices de manière inattendue. Elles m'avaient permis de comprendre que le ressentiment de ma mère provenait en partie de ses propres rêves inassouvis et en partie des schémas générationnels qu'elle avait hérités de ses propres parents. Cette compréhension n'excusait pas son comportement, mais elle m'aidait à y répondre avec moins de réactivité émotionnelle. Tu viens à son anniversaire le week-end prochain? Demandai-je en changeant de sujet. Je ne manquerai pas ça. Ta mère m'a dit qu'elle pourrait passer aussi. C'était une nouvelle pour moi. C'était une nouvelle pour moi. Elle n'a pas répondu à l'invitation. Je pense qu'elle a peur d'être rejetée si elle montre trop d'intérêt, a-t-il admis. Sa fierté est encore meurtrie. Lucas aimerait bien la voir. La vraie. Pas la version rancunière qui lui donne l'impression d'être un fardeau. Mon père acquiesce. Je lui parlerai. Elle a changé ces derniers temps. Moi en colère. Je pense que la thérapie l'aide plus qu'elle ne le laisse entendre. Je me suis permis d'espérer un peu que ce soit vrai. Malgré tout, je ne voulais pas que Lucas grandisse sans sa grand-mère dans sa vie. Mais j'étais également préparée à l'éventualité qu'elle n'accepte jamais complètement notre nouvelle dynamique. Lucas est revenu vers nous en courant, tout rouge et tout heureux. On peut aller chercher une glace maintenant? Tu m'as promis que si je jouais gentiment avec les autres enfants. J'ai ri. J'ai promis, n'est-ce pas? Allons-y. Alors que nous marchions vers le magasin de glace voisin, Lucas tenant nos deux mains. J'ai réfléchi au chemin parcouru ces 3 derniers mois. Et la douleur de cette confrontation de Noël s'était progressivement transformée en quelque chose d'inattendu, un catalyseur de croissance et de changement qui avait finalement profité à chacun d'entre nous. Ma situation financière s'était considérablement améliorée depuis que je ne subvenais plus qu'à mes besoins et à ceux de Lucas. Pour la première fois depuis sa naissance, je disposais d'un compte d'épargne modeste mais croissant et j'envisageais même la possibilité d'acheter un appartement dans les prochaines années. Plus important encore, mon bien-être émotionnel s'est amélioré. Le stress constant lié au fait d'essayer de satisfaire mes parents tout en gérant leurs besoins en même temps que les miens s'était dissipé, ce qui me permettait d'être plus présente avec Lucas et plus épanouie dans mon travail. J'avais même commencé à sortir de temps en temps avec quelqu'un. Rien de sérieux pour l'instant. Mais un retour timide à cette partie de la vie que j'avais négligée pendant des années. Mon père, lui aussi, semblait plus heureux dans sa nouvelle indépendance. Le travail à la quincaillerie lui avait donné un but et des relations sociales au-delà de ma mère, et sa relation avec Lucas s'était approfondie pour devenir quelque chose de sincère et de mutuel plutôt que d'obligatoire. Même ma mère, malgré les difficultés qu'elle rencontrait avec ce nouvel arrangement, avait montré de petits signes d'évolution. La semaine dernière, elle avait apporté à Lucas un livre sur les dinosaures, son obsession du moment, et s'était assise avec lui pendant qu'il expliquait chacun d'entre eux dans les moindres détails. C'était un tout petit pas, mais un pas important pour elle. Chez le marchand de glace. Lucas a réfléchi sérieusement au parfum avant de choisir une fraise avec des éclats d'arc-en-ciel. Mon père a choisi la vanille et moi le chocolat. Nous nous sommes assis à une petite table à l'extérieur, profitant du soleil printanier et de la compagnie des autres. Maman, dit Lucas entre 2 bouchées de son cornet qui font rapidement. Grand-mère vient à mon anniversaire. J'ai jeté un coup d'œil à mon père avant de répondre. J'espère bien, mon pote. Ça te plairait? Il a hoché la tête avec enthousiasme. Je veux lui montrer mes nouveaux livres sur les dinosaures. Et peut-être qu'elle ne sera plus grincheuse. De la bouche des enfants. J'ai échangé un regard avec mon père, qui semblait également frappé par l'évaluation innocente de la situation par Lucas. Grand-mère a appris des choses ces derniers temps, lui dit doucement mon père, sur la façon d'être plus heureuse et de mieux montrer aux gens qu'elle les aime. C'est un travail difficile pour elle. Mais elle fait des efforts. Lucas a considéré cela avec la sagesse simple de l'enfance. Quand j'apprends des choses difficiles, comme lasser mes chaussures, je suis grincheux moi aussi. Mais quand j'y arrive, je suis fière. C'est tout à fait exact, ai-je dit, étonnée de sa perspicacité.
et nous sommes tous en train d'apprendre en ce moment, grand-mère, grand-père, moi et toi aussi. Alors que nous finissions notre glace et retournions aux voitures, j'ai ressenti un sentiment de paix qui avait été absent pendant une grande partie de ma vie d'adulte. La route à suivre n'était pas parfaitement claire. Et ma relation avec ma mère ne guérirait peut-être jamais complètement, et le maintien de limites saines nécessiterait une vigilance constante. Mais pour la première fois, je faisais face à ces défis en position de force et non de désespoir. La leçon la plus difficile que j'avais apprise à travers tout cela était que parfois l'amour signifiait tenir bon plutôt que de céder. Que les relations saines exigent le respect mutuel et la réciprocité, et pas seulement des sacrifices et des accommodements. Qu'il n'était pas égoïste de fixer des limites, mais que cela était nécessaire pour établir un lien authentique. Telles étaient les leçons que j'espérais transmettre à Lucas au fur et à mesure qu'il grandissait. Que sa valeur n'était pas liée à ce qu'il pouvait faire pour les autres. Que l'amour ne devrait pas exiger la diminution de soi. Qu'un soutien sincère allait dans les deux sens. En modélisant ces vérités dans ma propre vie, je lui donnais une base plus solide que celle qu'on m'avait donnée. Samedi prochain, à la même heure, a demandé mon père alors que nous arrivions sur le parking. C'est parfait, j'en conviens. Et papa, merci d'être là. D'être vraiment là pour nous deux. Il m'a embrassé brièvement, puis s'est agenouillé pour serrer Lucas dans ses bras. J'y n'aurais aimé être nulle part ailleurs. Alors que nous rentrions à la maison, Lucas parlant joyeusement de bulles, de crème glacée et de dinosaures, j'ai ressenti de la gratitude pour le réveil douloureux qui nous avait conduits jusqu'ici. Parfois, les cadeaux les plus précieux sont emballés dans les paquets les plus difficiles. Mon message de Noël, tu es tout seul maintenant, était né d'une blessure et d'une colère, mais il nous avait finalement permis à tous de construire quelque chose de plus sain et de plus authentique. Le voyage n'était pas terminé, mais nous étions désormais sur une meilleure voie. Un chemin où l'amour se manifestait par le respect plutôt que par des transactions financières, où les limites étaient respectées plutôt que malmenées. Où chacun d'entre nous pouvait s'épanouir au lieu de rester enfermé dans des schémas dysfonctionnels. C'est un cadeau qui vaut tous les moments difficiles du chemin. Qu'en est-il de vous? Avez-vous déjà dû fixer des limites difficiles à franchir avec des membres de votre famille qui avaient profité de votre générosité? Comment avez-vous trouvé la force de vous défendre? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification si vous voulez entendre d'autres histoires sur la façon de naviguer dans des dynamiques familiales complexes. Merci d'avoir écouté mon histoire. N'oubliez pas que les décisions les plus difficiles à prendre sont parfois à l'origine des plus beaux commencements.